Alors, bonsoir à toutes et à tous. La bibliothèque Gulbenkian de la Fondation Calouste Gulbenkian, délégation en France, est ravie d'accueillir ce soir Leonard Tonus et Lara Bourdin pour une nouvelle rencontre et présentation de livres. Par le biais de cette rencontre, l'occasion sera donnée au public de découvrir le dernier recueil de poésie de Leonard Tonus, Diários em Mar Aberto, paru aux éditions Folhas de Relva en 2021, que nous saluons chaleureusement. Nous vous remercions toutes et tous d'être là ce soir pour assister à cet événement auquel vous pourrez participer en posant vos questions sur le chat de la plateforme Zoom. Nos invités auront le plaisir de vous répondre. Mais avant de laisser la parole à nos deux invités, juste une petite présentation. Leonard Tonus, vous êtes maître de conférences habilité à diriger des recherches à la Sorbonne Université. Comme créateur et organisateur du festival Printemps littéraire brésilien, vous avez collaboré plusieurs fois avec la Fondation Calouste Gulbenkian, délégation en France. Vous êtes surtout spécialiste en littérature brésilienne et auteur de plusieurs recueils de poésie. Agora vai ser assim, Inquietações em Tempos de Insônia, tous les deux parus chez Editora Nós, et Diários em Mar Aberto, et votre plus récente publication dont vous venez nous parler ce soir. Quant à Lara Bourdin, vous êtes doctorante en études hispaniques et lusophones à la Sorbonne Université et à l'Université McGill à Montréal. Vos recherches portent sur les questions de la migration et de l'accueil dans les arts et la culture de l'Amérique latine au XXIe siècle. Votre premier livre sur le thème de la migration dans l'œuvre de l'artiste brésilien Paulo Nazareth est à paraître aux éditions Carolina. Leonard Tonus, nous vous remercions d'être là ce soir avec Lara Bourdin. Vous venez nous présenter votre recueil de poésie ou journal poétique illustré par l'artiste Vitor Rocha, construit à partir de voix multiples auxquelles sont associés votre parcours et le sort de milliers de migrants et de réfugiés disparus par les océans du monde. Je vous laisse d'ores et déjà la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Christine. Je pense que c'est moi qui vais prendre la parole d'abord. Et je tiens donc tout d'abord à vous remercier, la Fondation Gulbenkian, pour cette invitation. Merci beaucoup aussi à Leonardo pour la confiance accordée donc, pour animer cette rencontre autour de ce magnifique nouveau recueil de poèmes aux éditions Folhas de Relva. Je pense que ce sera aujourd'hui surtout un dialogue que nous allons avoir autour de ce recueil. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Donc, on va dialoguer donc, pendant je pense, une cinquantaine de minutes, sans doute, autour de quelques questions que j'ai préparées. Et cette rencontre sera aussi, bien sûr, ponctuée de lecture des poèmes des Diários de Leonardo. Donc, je vais commencer peut-être par réagir un peu moi-même au recueil avant d'enclencher pour les questions. Donc, bon, ce sera aujourd'hui surtout l'occasion de parler, comme on l'a dit, de poésie, de migration, de citoyenneté et de mémoire, hein, individuelle comme collective. Ce sont des thèmes qui nous tiennent tous les deux à cœur, à Leonardo et à moi, et qui sont pensés dans ce recueil avec exigence, souvent avec urgence, mais toujours, je crois, dans le souci d'une humanité qui semble, au regard des dernières années, d'être à la dérive en quelque sorte. Avec ces diarios, et on reviendra sur cette notion, Leonardo, vous nous invitez à prendre le large avec vous, avec votre grand-mère qui a migré de l'Italie au XXe siècle, avec les femmes et les hommes qui tous les jours prennent des embarcations pour gagner les rives d'une Europe qui se veut de plus en plus une forteresse, et aussi avec d'autres personnages croisés, ne serait-ce qu'au détour d'une rue, et qui continuent, je crois, d'habiter. Et donc, on pouvait peut-être commencer tout simplement par le début, c'est-à-dire par l'histoire de comment ce livre a émergé. Il y a la pandémie, c'est très clair, qui vous plonge dans une espèce d'exil intérieur, ou exilio, comme vous direz dans le poème Non Darantes Parisiensis.
cette pandémie qui semble suspendre en quelque sorte toutes vos notions de temporalité. Mais il y a aussi, et c'est très significatif, la découverte d'une boîte qu'on vous a léguée, une boîte qui contient des documents qui ont appartenu à votre grand-mère, cette grand-mère venue d'Italie au Brésil. Et je me demandais donc si vous pouviez nous raconter comment ces expériences croisées, en quelque sorte, ont pris la forme de ce livre. Comment ce exilio rejoint-il ou non les expériences migratoires que vous entrevoyez en parcourant les lettres et les documents d'archives de votre grand-mère? Merci Lara. Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je tenais tout d'abord à remercier cette invitation faite par la bibliothèque de la Gulbenkian, de la Fondation Carlos Gulbenkian, de la délégation de Paris. Pour moi, c'est vraiment un honneur d'être ici. Surtout que là, je change un peu de rôle. D'habitude, c'est moi qui présente les auteurs invités. J'ai eu l'occasion de collaborer à maintes fois avec la Fondation Gulbenkian dans le cadre du projet Printemps littéraire brésilien. Donc, je me sens vraiment honoré d'être ici pour parler pour la première fois, on va dire, de mes écrits, pas tant académiques, mais on va dire fictionnels. Je tiens aussi à remercier Lara d'avoir accepté donc de établir ce dialogue, un dialogue que nous établissons déjà depuis quelques années, puisque Lara elle-même travaille, se penche depuis de longues années sur la question migratoire, notamment dans les arts plastiques, dans la littérature brésilienne et aussi latino-américaine. Et dire un peu, alors, comment est né ce recueil? Effectivement, je dirais que pratiquement 80% en fait, des textes qui comprennent en fait, ce recueil sont nés pendant le premier confinement, on va dire le premier confinement entre le mois de mars et le mois de juin. Un confinement qui nous a exposés, confrontés à une situation, en tout cas pour une partie de la population, complètement inhabituelle. La privation en fait de déplacement, l'impossibilité de tout contact social, la peur de l'autre et surtout, comme Claire a bien évoqué, cette suspension temporelle. J'ai dit ici bien une partie de la population parce que de nos jours, il y a d'autres personnes qui sont confrontées encore et depuis longue date à cette situation. On pourrait penser à des gens qui se trouvent emprisonnés, à des gens qui passent de longues périodes, font de longs séjours dans les hôpitaux, sans parler bien évidemment des personnes qui se trouvent en zone de transit parmi en fait les frontières en Europe et ailleurs du monde, qui vivent un peu cette expérience ambiguë de l'attente. Et là, j'aime bien penser cette attente dans le cadre de la langue portugaise, la notion d'espera, donc l'attente, qui est à la fois une immobilité territoriale, mais aussi une mobilité, on va dire, de la pensée, de la projection, puisqu'on est en expectative de quelque chose, que quelque chose, en fait, arrive et change un peu le cours de nos expériences, le cours de notre vie. Effectivement, en fait, on va dire que le premier texte, je ne dirais pas que l'on a des années telles que le 17 mars, mais le premier texte est né le 17 mars. J'ai éprouvé face à cette impossibilité, en fait, de tout simplement de me déplacer, de enregistrer, faire une sorte de registre personnel sur cette expérience que je vivais jusqu'à présent. Et de là, en fait, j'ai commencé en fait à construire, à tisser une série de textes qui m'amenaient en fait à réfléchir sur cette expérience elle-même, sur cette expérience, comment elle s'inscrivait en fait dans notre histoire contemporaine ou passée, et bien évidemment les impacts en fait de cette situation sur à la fois le professeur, le citoyen, l'homme inquiet et aussi l'écrivain. Et c'était en fait au cours de cette réflexion, de mes recherches, en fait, je me suis souvenu en fait de ce terme, de ce concept qui est très usité dans l'univers latino-américain, hispanique, mais peu usité heureusement dans l'univers lusophone. C'est l'infilio, c'est-à-dire ce que j'ai traduit par un exilio, un exilamento, qui souvent en fait évoque la situation de
personnes vivant sous des dictatures, notamment des intellectuels ou des opposants à des régimes dictatoriaux, qui sont privés de leurs droits fondamentaux, leurs droits de citoyenneté, et se trouvent en fait confinés souvent de façon volontaire ou involontaire dans leur propre espace domestique. Et comment, en fait, cette situation, en fait, les conduit à une rupture ou pas avec le temps, avec l'espace, avec la société, comment ces écrivains aussi ont réfléchi sur cette notion. Ce n'est pas simplement cet exil intérieur dont souvent on parle, qui est devenu une sorte aussi de stratégie politique, parfois même une sorte d'échappement à la réalité, puisqu'on connaît ça dans une longue tradition littéraire, on va dire, qu'on peut situé, on va dire, au cours du 19e siècle, c'est surtout cette notion de incapacité par une situation qui nous est imposée. Donc, je commençais tout simplement à écrire, à réfléchir sur ça, à voir un petit peu si cet exil, ou m'amener en fait cet exil dans mes propres réflexions et confronter aussi surtout à cette peur de la mort, à cette peur de la disparition, à l'impossibilité aussi peut-être de revoir mes amis, mes proches et notamment ma famille. Je me suis souvenu effectivement de cette boîte et c'est de là en fait que surgit une série de textes qui traitent de mon rapport à ma mémoire personnelle et comment cette mémoire s'inscrit aussi dans une mémoire collective. Cette boîte qui m'a été léguée par mon père lors de mon dernier voyage au Brésil avant le confinement, ça veut dire donc en 2019. Une boîte qui contenait les derniers vestiges de cette histoire migratoire aussi qui m'habite, puisque je suis un être issu de l'immigration. Migration d'une part italienne, mes grands-parents italiens ont quitté l'Italie en 1927 pour trouver refuge ou vivre une nouvelle vie au Brésil. Et aussi du côté paternel, mes grands-parents portugais, une partie née à Trás-os-Montes, une autre partie née à Saint-Tomé-et-Príncipe, qui sont venus en fait trouver une nouvelle vie au Brésil, comme tant d'autres. Donc, cette expérience m'a habité dans ma jeunesse, m'a habité aussi été déterminante, je dirais, pour ma constitution en tant qu'être et comment je vois le monde. Et bien sûr, moi-même, qui en 1988 donc, a décidé de quitter le Brésil, de venir m'installer en France, dans d'autres circonstances, mais vivant d'une certaine façon, revivant l'expérience et les traumas marqués par cet exil. Donc, je dirais que Diários em Mar Aberto, donc c'est la confluence en fait de deux déplacements, donc ou trois déplacements, on va dire, ces déplacements vers d'autres pays qui ont marqué l'histoire familiale, ces déplacements vers l'espace intérieur qui a marqué donc le confinement, et aussi des déplacements historiques, puisqu'il y a toujours cet engage, on va dire, j'aime bien utiliser cette image en fait maritime, entre ce passé et présent qui se croisent et se mélangent dans tous les textes. Et donc, pour revenir en fait à ces insiglio dont tu as évoqué, Lara, qui j'essaye de traduire en fait cet impact dans ce texte s'appelle Nonadas Parisienses. Peut-être ma plus grande découverte a été en fait que cet exil m'a permis aussi de découvrir une autre altérité à laquelle peut-être je n'étais pas préparé. Souvent on parle donc de déplacement vers d'autres pays, c'est la découverte de l'autre, cette incapacité de découvrir l'autre. Ce confinement nous a en fait conduit à réfléchir sur nous-mêmes et comment nous pouvons être aussi une altérité pour nous-mêmes. Comment je suis, en fait, qu'est-ce qui me constitue comme sujet dans le monde et surtout comment vivre cette attente, vivre cet état en fait, d'expectative, cette suspension temporelle que j'essaye aussi de rendre compte dans certains textes, peut-être qu'on en parlera par la suite. Peut-être même qu'on en lira quelques-uns. Oui, bien évidemment. Puisqu'on en a parlé, est-ce que ce serait peut-être le moment de lire ces Nonadas Parisienses? D'accord, alors donc je vais lire Nonadas Parisienses, déjà en portugais. Alors, et je ose dire que Lara a préparé quelques traductions, c'est ça?
Les premiers G. Un premier jet, oui, mais voilà, mais ça sera peut-être le premier moment où je vais écouter aussi, vivre cette altérité de la traduction, écouter mes propres textes en langue française. Donc voilà, Nonadas Parisienses, banido de mim pelo que perdura. De mim já se cansaram os espelhos que pelo teto rebatem este canto solitário. No dia a dia das horas vazias, me machucam as paredes mofadas, pálidos vultos das pedras entediadas. E se meus sonhos bumerangues ainda arremesso, é contra mim que os lanço, contra este eco silencioso e oco que os móveis atravessa ao se espatifar pelas quinas da casa egressa. Diante do fracasso de nossa humanidade, acordar tornou-se o grande desafio, 120 batidas por minuto e nenhuma para alojar este meu exílio. Est-ce que... Oui, ok, le son est revenu, pardon. Merci beaucoup, Léo. Donc, je vous présente en toute humilité la première traduction de ce poème. Ils se sont lassés de moi, les miroirs, qui du plafond reflètent ce coin solitaire. Dans le jour après jour, des heures vides, les murs moisis m'affligent, ombre pâle de mots d'ennui. Et si je continue de lâcher mes rêves boomerang, c'est contre moi que je les lance, contre cet écho silencieux et creux qui traverse les meubles quand il s'écrase dans les coins de cette maison esselée. Devant l'échec de notre humanité, le réveil sera devenu le grand défi. 120 battements par minute et aucun pour loger mon exil. Merci. Bon. Oui, effectivement, je pense qu'en fait, le grand défi tout au cours de cette pandémie, c'était tout simplement de se réveiller, de se trouver en fait un objectif pour la journée. Moi-même, je me suis en fait donné plusieurs objectifs. En fait, j'ai partagé ma journée en temps d'heures, à la fois de travail, de repos, d'études, de soleil, d'apprentissage. J'ai eu besoin aussi de me lancer dans de nouvelles aventures parce que sinon, ça n'avait pas de sens de vivre en fait cloisonné dans cet espace enfermé et surtout avoir peur de l'autre. Je pense que on a déjà vécu ça auparavant. Hein. J'ai vécu aussi le grand moment de la crise du sida, où il y avait également en fait ce changement brutal dans la notion de la faim. On avait peur de l'autre. Hein. Il y avait aussi le refus, le rejet de l'autre. Mais la pandémie nous a amené en fait à un rejet, au paroxysme. Hein. J'ai jamais vu ça de moi-même, de vouloir changer de trottoir parce que j'avais peur que l'autre puisse me contaminer et d'avoir peur de contaminer nos proches. Je pense qu'on n'a pas encore mesuré l'impact de cet état sur nos vies. Et il faudra peut-être des années, il faudra aussi beaucoup de littérature pour en parler. Non pas peut-être d'une littérature de la pandémie, mon livre n'est pas un livre sur la pandémie, mais de réfléchir sur l'impact sur l'humanité, en fait, et comment rebâtir cette humanité après, en fait, cette impossibilité de croire en l'autre. Absolument. Je pense que vous avez sur la durée qui est devant nous pour penser ce qu'on vient de vivre. Et peut-être une chose dont il serait important de parler, c'est le fait que vous choisissez donc ce genre qui est celui du journal intime. Vous le choisissez à la fois, vous ne le choisissez pas puisque vous le subvertissez de fond en comble. D'abord par le choix d'un pluriel, ce n'est pas un journal intime, mais des journaux intimes, des diarios. Et peut-être pour comprendre, pour celles et ceux qui peut-être n'auraient pas encore eu l'occasion de manipuler le livre, de le lire, c'est important de rappeler que ce sont quand même des journaux intimes qui, non seulement donc, sont pluriels, mais où on ne retrouve pas certaines des caractéristiques les plus, on va dire, paradigmatiques de ce qu'est ce genre du journal intime.
qui a été théorisé maintes fois et dans lequel on reconnaît quand même certains traits distinctifs. Le premier étant la datation. Un texte dans un journal intime, il est par définition, on va dire, daté, souvent même situé. Paris, le 23 mai 2022, par exemple. Or, on ne retrouve pas ces repères temporels ni géographiques dans vos diarios. Je vais évoquer quelques exemples. L'un des premiers poèmes porte l'entête « Resposta ao tempo que não para », donc « Réponse au temps qui ne s'arrête pas ». Le suivant, il appose l'image d'éternelles arrivées à la très allusive description du mois où les petits oiseaux apprennent à voler. Il y a bien sûr vos nonadas parisiens, c'est ce que l'on vient d'écouter. Et aussi, je pense que c'est important, c'est un texte qui possède un destinataire, puisque vous ouvrez le recueil avec cette phrase qui est en français et qui est donc « à nous qui ne cessons de devenir plus humains », mais où vous avez rayé le ne et le plus de la négation pour produire cette phrase « à nous qui cessons de devenir humains ». Et donc, c'est une phrase qui m'a énormément interpellée. J'aurais aimé vous écouter peut-être réagir par rapport à cette confluence des genres, cette subversion aussi des genres. Donc, journal intime, lettres, peut-être même, je crois que ça a été dit, une bouteille lancée à la mer. Bon, effectivement, en fait, lorsqu'on écrit souvent des journaux intimes, on sait tous que les journaux intimes ne sont pas faits pour être publiés. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Lorsque j'ai entamé en fait cette écriture, effectivement, mon objectif n'était pas en soi d'élaborer un ouvrage, mais au bout d'un mois et demi, dans cette attente qui ne finissait plus, effectivement, je me suis rendu compte en fait que les textes commençaient à avoir un sens, commençaient à dialoguer entre eux. Il y avait en fait une réflexion qui prenait forme dans ces textes, qui souvent restent aussi sans forme. Et effectivement, j'ai commencé à entrevoir dans ces textes une écriture diariste du journal intime, et cela, bien sûr, m'a amené à réfléchir, bien évidemment, sur le genre lui-même, un genre que j'apprécie, mais dont je ne suis pas un vrai lecteur. Je ne suis pas un grand lecteur de journaux intimes, mais j'apprécie beaucoup l'usage que certains auteurs font de ce genre, de ce dispositif narratif. Et depuis de longues années, je travaille sur un texte spécifique d'une autrice brésilienne, Adriana Lisboa, qui est un très beau texte, qui s'appelle Rakushish, où en fait elle a établi la confluence d'un journal intime en fait fictionnel de la narratrice personnage qui dialogue avec un journal intime d'un poète japonais, Matsubacho, qui lui-même donc avait rédigé ce journal au XVIIe siècle lors d'un voyage au nord du Japon, qui va devenir l'expérience en fait principale qui va déclencher toute la réflexion sur l'écriture du haikai et sur la notion de l'impermanence qui traverse en fait l'ensemble du texte. Donc j'aime beaucoup ce texte dans l'usage que fait cette autrice et de la liberté qui ouvre en fait ce dispositif, parce que ce dispositif peut être un espace d'accueil. Peut-être qu'on va revenir sur cette notion d'accueil qui pour moi est très importante. D'autres dispositifs narratifs, voire poétiques, parce que dans ce livre de Rakushish elle-même, elle se sert souvent de poèmes de Matsubacho qu'elle va en fait transformer en récit, ou parfois son récit prend la forme de haikai parce qu'elle se sert en fait de dispositif. Donc c'est un dispositif très poreux qui permet en fait d'accueillir toutes sortes en fait de registres, toutes sortes de niveaux discursifs, toutes sortes en fait de genres littéraires. Donc je me suis dit au moment de la rédaction de mon journal, de mes journaux, pourquoi en fait pourquoi ne pas dialoguer avec ce dispositif lui-même. Donc de là vient bien sûr le pluriel de ce titre,
puisque cette voix, moi lyrique, souvent disparaît au profit d'autres voix que j'espère en fait avoir pu en fait donner ne serait-ce qu'un accent, voire un timbre, parce que je crois pertinemment qu'on ne peut jamais mettre en place la voix de l'autre. Hein. Mais en tout cas, entrecroiser ou croiser ou confronter ma voix, mon accent à d'autres accents, la voix de mes grands-parents, de ma famille, la voix des migrants qui continuent en fait de périr dans les mers dans le monde entier, la voix d'immigrants en destination du Brésil, la voix aussi des personnes vivant sous la dictature, des personnes qui ont vécu dans des camps de concentration. Donc c'est plusieurs voix. J'essayais en fait d'établir soit un dialogue, soit une sorte de patchwork dans ce texte. Et par ailleurs, donc, j'écrivais ce journal et pendant l'écriture, effectivement, j'utilisais le dispositif classique du journal intime, ça veut dire la datation et le marquage en fait spatial. Et au fur et à mesure que j'écrivais, plus je me rendais compte qu'il ne faisait pas sens à la fois dans l'écriture et dans le moment que nous vivions tous. Parce qu'en fait, l'épidémie, la pandémie, le confinement, outre le confinement, on va dire, spatial, elle nous a aussi confrontés à un nouveau rapport à la temporalité, au temps. Peu à peu, je ne sais pas toi, là, mais bon, peu à peu, moi, j'avais perdu les notions, en fait, du temps, du jour, de la nuit, des jours de la semaine. J'étais en fait accablé par une insomnie horrible en fait, je ne savais plus, en fait, j'arrivais plus à avoir cette impression du jour chronologique, du temps linéaire. Et donc, à quoi bon donc écrire un journal intime qui témoignait de cette chronologie si moi-même je ne pouvais pas ressentir cette chronologie. Donc, au bout de, on va dire, de la moitié des textes, ce que j'ai fait, j'ai effacé tout le marquage temporel, tous les marquages spatiaux, et j'ai essayé en fait d'imaginer d'autres formes de temporalité, puisque notre temporalité est une temporalité artificielle qui a été inventée au 5e siècle par Grégoire. Et je commençais tout simplement à lire d'autres formes de temporalité, à apprendre d'autres formes de temporalité, à essayer de comprendre, que ce soit dans l'univers musulman, que ce soit dans l'univers en fait de la religion juive, que ce soit aussi dans l'univers Yaruba, par exemple, ou des cultures indigènes Kayapo, que ce soit des populations des Premières Nations au Canada également. Et peut-être que je n'ai pas tout saisi, mais ce que j'ai pu saisir, c'est la dimension poétique de comment chaque culture essaye de rendre compte en fait de sa propre temporalité. Et c'est vrai qu'il avait des évocations qui sont très poétiques. Je crois que je t'ai parlé une fois. Bon, mesurer le temps à partir de la vision de la Lune et comment une Lune peut être enceinte. Mesurer le temps à partir de la naissance des oisillons ou la naissance de tortues, mesurer un temps fondé sur 4 jours de la semaine. Donc, c'est un autre univers. Et là, je me suis dit, pourquoi pas non plus conduire mon lecteur vers cette autre dimension temporelle, puisque lui-même a aussi dû éprouver cette absence de marquage temporel. Donc, je commençais à inventer d'autres temporalités. Mais bien évidemment, cela devenait trop compliqué pour le lecteur parce qu'à force de faire d'autres temporalités, il se perdait dans un labyrinthe temporel. Donc, le texte garde certaines traces, certains vestiges de notre temps grégorien, de notre temps linéaire, parce que nous-mêmes, nous avons gardé ces traces et ces vestiges, donc qui permettent en fait parfois le lecteur de dire « Ah bon, donc on est au mois de mars. Ah bon, peut-être c'est le printemps. Ah bon, peut-être c'est l'été. » Mais effectivement, cet espace, qui est un espace en fait d'introduction, en fait, cet espace en fait de marquage du contrat de lecture, peut être aussi un espace de dialogue. Et c'est ça que je trouve intéressant. Pouvait être un espace de dialogue avec mon lecteur pour discuter sur cette expérience que nous vivions. C'est pour ça que souvent il y a le marquage. Nous sommes quel jour? La date, j'ai oublié de la noter. Où en fait j'ai essayé d'entamer un
un dialogue, une réflexion avec mon propre lecteur. Et ça m'a rappelé en fait aussi l'usage que font souvent certains écrivains de l'entête du dispositif épistolaire. Et je pense aussi à un roman épistolaire, Lusitânia, de Almeida Faria, qui se sert brillamment de ce dispositif. Lusitânia, en fait, si je me souviens bien, à chaque marquage, il y a aussi ce dialogue, un autre niveau en fait discursif. On ne sait pas quel est ce jeu, si c'est le jeu qui écrit ou si c'est le jeu narrateur qui dialogue en quelque sorte avec son lecteur. Donc, c'est un petit jeu voilà, que j'essaye d'établir. Et là, donc, d'autres confluences ont émergé, que ce soit en fait l'écriture du journal intime, bien sûr, mais l'écriture par lettres. Je voulais en fait que ces textes soient adressés à quelqu'un, je ne sais pas qui, donc d'où peut-être l'idée d'une bouteille lancée à la mer, mais je voulais en fait que mon lecteur soit impliqué dans le processus de lecture, parce que pour moi c'est très important en fait cette implication du sujet lectant, on va dire, qu'il quitte en fait sa zone de confort, qu'il quitte aussi cette zone de pouvoir, parce que dans la littérature souvent on a tué le narrateur au XIXe siècle, la force du narrateur, on l'a fragilisé, mais on a oublié parfois de tuer le pouvoir du lecteur. Le lecteur, il a déjà le pouvoir de fermer le livre, mais il y a un autre pouvoir aussi, parfois de regarder, de lire ce qu'il voit à partir de cette position de spectacle. Or, comme je parle de migration, je parle de situation catastrophique, c'est une situation souvent à laquelle le lecteur, nous, spectateurs, nous sommes habitués. Donc, il fallait, en fait, en quelque sorte, que j'implique dès le départ, donc dès par cette dédicace épigraphe, qui est issue d'ailleurs d'une lecture, je ne sais plus. Je ne sais plus si c'est moi qui écris ce texte ou si c'est une appropriation ou on va dire là ici une sorte de jeu intertextuel avec un autre texte, mais qui en fait oblige le lecteur à s'interroger sur en fait sa dimension humaine, son humanité face aux catastrophes et face à ce qu'il était en train de vivre à ce moment-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à toute ta question. Et bien plus encore. Et bien plus encore. Parce que je ris un peu là parce que je pense à ce que tu viens de dire sur donc ce premier poème, ou en tout cas cette première phrase que vous pensez, enfin, vous savez avoir lu quelque part. Et c'est drôle parce que moi aussi, quand je l'ai lu, j'avais l'impression de l'avoir lu quelque part. Je ne sais pas si c'est parce que c'est une phrase connue, mais je ne pense pas qu'elle le soit parce que j'ai fait une recherche pour voir d'où elle était tirée. Je n'ai rien trouvé. Mais comme quoi, c'est certain, au moins que c'est un concept qui nous habite tous. Enfin, elle contient une vision très téléologique de la destinée humaine, enfin, une idée selon laquelle nous serions tous engagés dans un processus d'amélioration et de perfectionnement de notre humanité, alors qu'on sait bien évidemment que ce n'est pas le cas, comme vous nous le rappelez dans ce livre. Mais justement, alors sur la vision téléologique, alors je voulais revenir là-dessus. Effectivement, il y a un autre peut-être rapprochement avec l'écriture du journal intime. Et là, en fait, ça m'est échappé, c'est que ce que je retrouve aussi dans Adriana Lisboa, c'est que bon, le journal intime souvent a été conçu un peu basé, en fait, fondé sur cette structure du roman de formation. On écrit un journal intime lorsqu'on est confronté à une situation de crise. On finit de l'écrire lorsque cette situation de crise passe. Il y a une sorte de parcours qui est proposé par celui qui écrit et qui en même temps doit revivre celui qui lit. Donc, cette vision théologique d'arriver à un objectif, à une fin. Et là aussi, dans le processus d'écriture, je me suis souvenu effectivement du roman de Adriana Lisboa et de ces romans, en fait, de la littérature brésilienne contemporaine, qui souvent mettent en place des processus formateurs sans qu'il y ait cette fin. Donc, on pourrait dire que les romans contemporains s'appuient davantage sur une dynamique de la transformation. Les sujets sont simplement en situation, en état de transformation. Ils vivent une expérience traumatique. On ne sait pas s'ils arrivent à s'en sortir de cette expérience. Mais le plus important du roman, ce n'est pas la fin, mais c'est ce processus de permanence, de permanente en fait, réajustement du sujet.
Et effectivement, dans mon texte, je voulais ça aussi. Peut-être c'est pour ça que le texte peut avoir une forme un peu labyrinthique parfois, parce qu'il n'a pas une fin en soi. La seule fin, peut-être, c'est de réfléchir sur notre humanité et notre capacité d'accueillir l'autre. Donc, voilà, c'est pour ça, pour rebondir un peu sur cette notion, comment subvertir aussi ces visions utilitaires de l'écriture, ces visions théologiques, souvent on retrouve dans ce genre de texte ou dans ce genre de dispositif narratif. Merci beaucoup. Je pense que c'est une précision qu'on n'avait pas apportée encore, mais qui me parle à la lumière de ma lecture récente du livre. Vous avez évoqué il y a quelques instants la notion de traces et de vestiges. Et vous en parliez par rapport au temps, mais je pense que c'est important qu'on en parle par rapport aux individus dont les traces sont si présentes dans ce livre. Plusieurs des poèmes qui m'ont le plus marqué sont celui où il y a des présences qui sont de fait nommées. Il y a celle notamment de Paulo Henrique, un homme que vous avez croisé, je crois, dans une rue de São Paulo. Et si vous l'avez croisé dans la rue, c'est parce qu'il avait été contraint par sa famille, et je pense qu'on peut le dire aussi par son pays, à dormir dans cette rue, à y habiter. Il y a aussi celle de Pathé Sabali, un jeune réfugié gambien qui s'est jeté dans le Rialto à Venise en 2017, sous les yeux indifférents et même, c'est incroyable de le dire, mais parfois même amusés des touristes qui étaient présents. Et il y a aussi Isa, mais ça c'est peut-être une situation moins catastrophique, mais le poème, il canalise une certaine catastrophe quand même. Il y a Isa, la chauffeur d'un taxi avec qui vous avez partagé 20 minutes sur 14 km dans une ville qui n'est pas identifiée. Et dans ce poème, si j'évoque la notion de catastrophe ou d'urgence, c'est parce que vous faites dans ce poème l'aveu d'une indifférence à l'égard de cette Isa, une indifférence qui fait partie de notre condition humaine, il faut le dire, lorsqu'on est en société. Mais vous en parlez, je crois, avec une franchise qui est tout à fait déroutante. Et je me demandais donc si vous pouviez nous le lire, ce poème, et éventuellement ensuite nous parler d'Isa et de ces autres personnes qui habitent le texte, qui habitent ce moine poétique, à tel point que parfois, comme vous l'avez dit il y a quelques instants, parfois elle semble peut-être même inonder, ou de même du moins le fusionner avec un nous, un tu, un vous. Donc voilà, si on pouvait parler un peu d'Isa et des autres. D'accord. Bon, mais je vais lire Isa. Je suis assez content que tu aies aimé ce texte d'Isa parce que je l'aime beaucoup aussi. Et après, bien sûr, je raconterai les rencontres parce que en fait, cet ouvrage, ce recueil, il est ponctué aussi de rencontres. Hein. Donc voilà, le texte s'intitule, ou alors c'est le marquage, on va dire, temporel, hein, du journal intime, num táxi de agosto, às 21 horas. De Isa, nada sei ao entrar no carro, ao fechar a porta e afivelar o cinto. Consulto o silêncio das horas. 14 quilômetros e 20 minutos, como indica o painel do carro, para ser preciso. Isa irá me conduzir ao meu destino, por isso lhe agradeço e me submeto à indiferença que nossas vidas sela, um para com o outro, sem o outro. Vivemos o pragmatismo das conveniências, Isa e eu. Nesse mútuo desconhecimento, vivemos a efemeridade que nos une e nos protege um dos outros. Talvez Isa goste de sorvete, talvez Isa viva uma desilusão amorosa, talvez ela se preocupe com a saúde da mãe e como pagar a mensalidade da escola do filho. São tantas as possibilidades que se apresentam a Isa e a mim, sem o comprometimento de as testemunhar. Que Isa exploda após o nosso encontro, que Isa seja baleada, que cheire cocaína, pouco me importa que Isa morra. Dela, só me resta a funcionalidade que exijo nesse táxi ao atravessar a cidade rasa e seus 14 quilômetros em meus 20 minutos. Assim o é, assim há de ser. Em breve colocarei os fones de ouvido
ignorando os gostos musicais de Isa, que de mim tão pouco espera que a interrogue sobre as aporias do tempo. A imanência das coisas não atinge Isa, que não assistiu da novela ao último capítulo. Nas antinomias de nossas experiências, esbarramos, Isa e eu, na vertigem de uma existência que todos os dias, dia após dia, se anula um pouco mais. 14 quilômetros, 20 minutos e um banco que nos separa. Isa tão perto, que já é outra, Isa toda outra. Dos precipícios de Isa nada saberei, nem do gosto acidulado da terra em seus lábios, quando Isa aos peixes arpoava, os afeto arvorava. 14 quilômetros, 20 minutos, e os cabelos dourados de Isa, um corpo árvore banhando São Francisco. Merci beaucoup, Léo. Merci beaucoup. Je laisse ma question ouverte quant à l'histoire de cette Isa et peut-être aussi l'histoire des autres personnes que j'ai évoquées et qui ont cette façon si particulière donc d'habiter votre texte. Alors, moi je crois pertinemment que notre vie est faite de rencontres. Hein, et bon, ma pratique en tant que professeur le dit tous les jours. Hein, on rencontre les étudiants, on le suit, on les rencontre par la suite des années après. Sans cette rencontre, la pratique même de professeur n'a pas de sens. Et l'écriture de la rencontre, en fait, ponctue déjà plusieurs d'autres textes et les autres anthologies aussi, les autres recueils aussi, où je raconte, par exemple, dans le premier, une rencontre d'une personne, en fait, pas d'un personnage, pardon, qui m'a beaucoup marqué, qui était un monsieur qui habitait à côté de chez nous, à São Paulo, un monsieur qui était tout le temps saoul. Et on racontait, en fait, que il était tombé dans la boisson à la suite d'une désillusion amoureuse. Il s'appelait Marouge, donc le matelot. Alors, le matelot parce qu'il tanguait tout le temps, parce qu'il était toujours saoul. Et ce monsieur m'a appris peut-être l'une des plus belles choses de ma vie, c'était tout simplement de l'apprentissage de la langue des fourmis, de Saouvas. Je me souviens, en fait, et on s'asseyait avec lui devant, en fait, ce pourrait être un petit supermarché du quartier, et il disait, taisez-vous les enfants, maintenant on va écouter les fourmis et on va apprendre la langue des fourmis. Bon, cette expérience, en fait, ces expériences, j'aime bien raconter dans mes recueils. Peut-être c'est pour ça aussi que souvent ma poésie n'est pas tout à fait une poésie selon le modèle traditionnel de la poésie. Elle peut parfois frôler l'univers de la chronique, tout simplement. Mais j'aime bien ce dispositif aussi parce que par ce dispositif, on s'approche en fait de l'histoire de ces personnes et on arrive en fait à redonner vie à ces personnes et à garder, comme tu l'as dit, des vestiges, des traces de ces rencontres éphémères, puisque ces gens, pratiquement, on ne les verra plus jamais. Et dans ce recueil, effectivement, tu as signalé en fait 3 rencontres pour moi qui ont été très importantes pour réfléchir sur cette question de l'altérité et sur en fait cette indifférence que, bien que nous la refusions, nous la pratiquions tous les jours, parfois aussi, pour survivre à certains espaces socioculturels, à certaines situations à laquelle nous sommes confrontés. Bon, Isa, qui était Isa? Isa, tout simplement, effectivement, c'est une chauffeur de taxi que j'ai rencontré à une soirée en rentrant chez moi. Je viens de la banlieue de São Paulo, São Bernardo. Il pleuvait, je crois qu'il y avait une grève de transport en commun, il n'avait plus de transport. J'ai décidé de prendre un taxi. Et entre donc la station de métro et chez moi, chez ma mère plutôt, il y a 14 kilomètres, à peu près 20 minutes de trajet en taxi. J'étais énervé, j'étais agacé. Et en rentrant dans ce taxi, la première chose que j'ai faite et qu'on fait souvent, j'ai mis en fait, je voulais en fait mettre mes comment dire, phones audiovisuels, mais non. Les écouteurs. Mes écouteurs, voilà, j'ai oublié le terme. Mes écouteurs pour simplement m'isoler, pour me protéger et surtout pour ne voir aucun contact avec cette personne. Une personne, en fait, que j'ai demandé à quoi cette personne? Simplement sa fonction. Je voulais simplement qu'elle soit cette personne qui allait me conduire
hein, de São Paulo à São Bernardo. Et bien sûr, à ce moment-là, j'oubliais son humanité. Et notre quotidien est ponctué en fait de ces expériences de l'indifférence. Lorsque nous rentrons dans un supermarché, qu'est-ce que nous attendons d'un caissier? Nous attendons en fait qu'il nous serve. Nous attendons tout simplement qu'il passe les produits, qu'il nous dise en fait la somme à payer. Lorsque nous achetons un ticket dans le métro, nous adressons un bonjour qui n'a plus de sens, c'est la fonction fatigue du langage, hein, et nous voulons simplement que cette personne nous serve aussi. Donc, notre quotidien est ponctué donc de ces rencontres de l'indifférence. Et alors, dans Ise, effectivement, il a eu cette indifférence, mais au bout de quelques minutes, elle a réussi, cette femme, à briser sa indifférence, tout simplement parce qu'elle m'a dit un bonjour, et dans son bonjour, ce bonjour comportait tout le soleil du Nord-Est par cet accent. Bon dia. Et elle m'a brisé en deux, elle m'a cassé en deux. Et à partir de là, je ne pouvais plus rester dans cet espace d'indifférence, et j'ai entamé un long dialogue, effectivement, qui a duré 20 minutes, 14 kilomètres, et bien au-delà, puisque nous sommes restés devant l'appartement de chez ma mère à discuter pendant 1 heure, à parler de sa vie, de ma vie. Elle m'a raconté des expériences extraordinaires, cette femme originaire de la ville de Piranha, c'est un village qui fait frontière entre l'état de Alagoas et Bahia, si je ne me trompe pas, au Sergipe, qui a été en fait le cadre du film Bye Bye Brasil, que j'ai connu moi-même, un village avec toute cette architecture des années 20, avec une luminosité merveilleuse du fleuve San Francisco. Elle m'a raconté en fait cette femme qui tout simplement elle a pêché avec son père avec des harpons. Et j'imaginais cette femme, je commençais à imaginer cette femme avec une chevelure rousse en train de pêcher, comment elle pouvait illuminer en fait le fleuve San Francisco, et comment elle a aussi avait illuminé cette nuit grise et pluvieuse de São Paulo. Donc j'ai eu le besoin en fait, en rentrant de chez moi, de retranscrire cette expérience en réfléchissant bien sûr sur ma propre attitude, l'indifférence que j'avais à l'égard de cette femme. Une autre expérience, c'est celle de Paulo Henrique, qui est beaucoup plus tragique. C'était un dimanche à São Paulo, en pleine avenue de Paulista. Alors, d'habitude, donc, les paulistanos, les habitants de São Paulo, ont pour habitude d'aller à Avenida Paulista, de se promener, de danser, d'acheter, de manger. C'est un espace, effectivement, avec beaucoup d'échanges, mais un espace aussi avec ses propres frontières, puisqu'il y a énormément de sans-abri, des gens qui n'ont pas de logement, qui vivent dans cet espace. Et je me baladais avec ma mère, c'est un dimanche après-midi ensoleillé, et tout d'un coup, je vois un jeune homme qui s'approche de moi et qui, devant, donc, il m'arrête, il me dit, je vais dire en portugais, après je vais le traduire en français, Tio, me dá sua água e abraço. Monsieur, est-ce que tu peux me donner l'eau que tu es en train de boire et tu peux me tenir dans les bras? Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Voilà, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait? Ce jeune homme, il était pieds nus, c'était un mendiant, il sentait mauvais. Donc, ma première réaction, peut-être la réaction de nous tous, c'est il va en fait me voler. La deuxième réaction est est-ce que je vais tenir dans les bras une personne qui est sale? Ces réactions sont naturelles, mais témoignent aussi en fait de comment nous avons naturalisé cette indifférence envers l'autre. Faites cette expérience, restez dans le métro parisien, vous voyez un indigent et cet indigent s'arrête devant vous et dit « Est-ce que vous pouvez me tenir pendant 2 minutes dans vos bras ?» Est-ce qu'on a déjà réfléchi sur la solitude de ces indigents? Est-ce qu'on s'arrête pour leur dire bonjour, pour leur demander tout simplement « Comment allez-vous? Comment vous vous appelez ?» Ces personnes ont perdu toute humanité et nous, en fait, tous les jours, nous renforçons en fait cette déshumanisation à l'égard de l'autre. Donc, pareil, la même chose, je voulais raconter cette expérience éphémère, je n'ai pas pu faire grand-chose pour Paulo Henrique, qui a raconté son histoire, lui-même donc expulsé de chez lui, vivant dans les rues à São Paulo, séropositif, drogué même, sans aucun avenir. J'ai essayé de trouver un refuge pour ce jeune homme, j'ai essayé de trouver, je ne sais pas, une consolation à ce moment-là, mais que pouvait faire après? Effectivement, vivant en fait, et Paulo Henrique vivait quoi? Vivait
cette situation dramatique qui vivent de plus en plus de nombreux Brésiliens et d'autres personnes de par le monde. Quant à Pathé Sabali, c'est une autre histoire. C'est une histoire qui m'a marqué, dont je faisais des recherches sur la question de la migrance, comment certains artistes rendent compte ou pas de cette expérience dramatique. Et je suis tombé en fait sur une œuvre d'art, Not Waving but Drowning, de Regina Parr, où elle a peint en fait une figure, en fait, les bras levés, pour témoigner en fait de cette noyade de Pathé Sabali qui s'est jetée en fait dans les eaux de Venise à l'indifférence de tous les passants, de tous les touristes qui les filmaient et qui même lui adressaient des injures racistes. J'ai eu le courage en fait de regarder cette vidéo qui circule encore sur Internet. Vous pouvez regarder cette vidéo, elle est atroce. Elle est atroce. Alors, je crois que lorsqu'on regarde cette vidéo, on se pose la question, voilà, à nous qui sommes devenus inhumains. C'est cette question en fait que j'adresse au début en fait de recueil. Bien évidemment, là, ce que je voulais pas tant raconter l'histoire de Pathé Sabali, j'ai pas voulu en fait réécrire sa noyade, mais je voulais en fait amener en fait le lecteur à se noyer effectivement peut-être pour une première fois avec Pathé Sabali pour expérimenter en fait la sensation en fait son propre désespoir, pour réfléchir à nouveau sur cette indifférence qui nous habite et qui habite en fait nos sociétés actuelles. Voilà. Est-ce que je pourrais te demander quelque chose? Je ne sais pas si tu as essayé de faire une traduction, tu as fait une lecture en français du texte de Ise? Non, peut-être pas. De Ise, Voilà, de Ise. encore une fois, je répète en toute humilité, mais j'ai le texte de Ise, pas celui de Pathé Sabali, il est beaucoup plus dur et ce sera, je crois, pour une autre fois, mais je veux bien vous lire. Dise, je ne sais rien quand j'entre dans la voiture, quand je referme la porte et je boucle ma ceinture. Je consulte le silence des heures, 14 km et 20 minutes, comme l'indique le tableau de bord pour être précis. Ise me conduira à ma destination. Je me soumets à l'indifférence qui scelle nos vies, l'un envers l'autre, sans l'autre. Nous vivons le pragmatisme des convenances, Isa et moi. Dans cette ignorance mutuelle, nous vivons l'éphémère qui nous unit et qui nous protège l'un de l'autre, des autres. Peut-être qu'Isa aime les crèmes glacées. Peut-être qu'elle vit une désillusion amoureuse. Peut-être qu'elle s'inquiète de la santé de sa mère et du paiement des frais de l'école de son fils. Elles sont si nombreuses les possibilités qui se présentent à Isa et moi, sans l'engagement de témoin. Qu'Isa explose après notre rencontre, qu'Isa soit tuée par balle, qu'elle sniffe de la cocaïne, peu m'importe qu'Isa meure. D'elle, il ne me reste que la fonctionnalité que j'exige. Dans ce taxi qui traverse la ville vide, c'est 14 km et 20 minutes. C'est ainsi. Il ne peut qu'en être ainsi. Bientôt, je mettrai mes écouteurs, ignorant les goûts musicaux d'Ise, qui de moi n'attend pas non plus que je l'interroge sur les apories du temps. L'annonce des choses n'atteint pas Ise, qui n'a pas regardé le feuilleton jusqu'au dernier épisode. Dans les antinomies de nos expériences, nous glissons, Ise et moi, dans le vertige d'une existence qui, tous les jours, jour après jour, s'annule un peu plus. Et Lara, et je crois qu'il y a un problème de son. Ah, oui. Vous n'entendez pas? Oui, il y a de bruit, beaucoup de bruit. Ça doit être mes feuilles qui... Voilà, c'est ça, oui. Le microphone, je suis désolée. Pas grave. Je retire, ça devrait aller mieux. Là, je vais terminer le... Pardon. 14 km, 20 minutes et un banc qui nous sépare. Ise si près qu'elle est déjà autre. Ise tout autre. Les précipices disent je ne saurais rien, ni du goût acidulé de la terre sur ses lèvres, quand elle harponnait les poissons et arborait ses affects. 14 km,
20 minutes et les cheveux dorés disent un corps arbre baignant le San Francisco. Je suis désolée encore une fois pour le son. J'avais posé mes papiers sur le microphone. C'est une bêtise. Pardon. Pardon, Léo. Je m'aperçois aussi que le temps file littéralement sous nos yeux, mais je pense j'aimerais beaucoup qu'on revienne, puisqu'on l'a dit plus tôt, sur cette notion de l'accueil qui, je pense, revenait en filigrane de la réponse, de votre explication de ces rencontres avec Lisa Parwangi, et aussi votre connaissance de l'histoire de Tate Sabali. Et je voulais vous entendre parler de cette notion d'accueil qui est évoquée de manière explicite dans un de vos poèmes qui a pour en tête, soyons plus précis, Horizonte de meus Orientes, où vous évoquez l'idéal d'une écriture qui ne fasse pas que tolérer, mais qui en effet accueille. Et je voulais savoir ce que ça signifie pour vous. Ici, vous faites le contraste entre la tolérance et l'accueil, mais je pense que d'après ce que vous disiez il y a quelques instants, l'accueil serait peut-être aussi l'antinomie de l'indifférence, de l'hostilité. Bon, ça a beaucoup été dit, mais j'aurais aimé vous écouter peut-être penser ces différentes notions et les penser notamment dans le cadre donc de cette écriture poétique qui est un certain départ ou une extension, je ne saurais pas trop le dire, par rapport à votre activité de professeur, de chercheur, de scientifique. Donc, voilà, comment est-ce que l'écriture poétique peut-être vous permet des choses que ces différentes activités ne vous permettaient pas? Et dans le même ordre d'idée, peut-être que vous pourriez nous parler d'une activité qui, je crois, est très importante à votre conception de l'accueil, c'est votre activité de médiateur, notamment du projet Migre l'année dernière, auquel j'ai participé avec plusieurs autres collègues. Donc voilà, je sais que c'est un grand panaché de questions, mais il a en son centre la notion de l'accueil dans votre activité poétique, professorale et de citoyen aussi. Voilà. Je pense que de l'accueil, c'est surtout toi qui pourrais en parler, puisque tu travailles là-dessus. C'est le thème clé de tes recherches. Je vais donner, peut-être, je ne vais dire que peut-être de banalité, mais en fait, ta question, en fait, m'a fait réfléchir à une autre question, en fait, qui est une question essentielle qu'on se pose tout le temps. À quoi sert la littérature, finalement, hein? À quoi sert l'art? Surtout par ces temps, on va dire, de dérives idéologiques, de crise humanitaire, à quoi sert-elle? Et j'aime bien, dernièrement, je lisais un texte d'une écrivaine et professeure brésilienne qui s'appelle Carola Saavedra, qui habite actuellement à Berlin, et qui a une réponse, à mon avis, lapidaire et dont je me sers souvent pour introduire ces questions. Elle dit souvent que la littérature ne sert à rien, hein, bien sûr. Elle ne sert qu'à nous faire poser des questions que nous, on n'aurait jamais osé poser ou penser à penser. Ouais, penser, en fait, ces questions. Voilà, c'est ça. Elle ne donnera jamais de réponse, mais le plus important, c'est de se poser ces questions. Et effectivement, j'aime bien m'inscrire dans cette littérature qui pose des questions et qui ne trouve jamais de réponse. Dans une littérature aussi, dans une écriture de l'urgence. Hein, et je pense que le champ artistique, il est assez vaste pour accueillir toutes sortes d'écritures, que ce soit des écritures, on va dire, plus hermétiques, mais une écriture parfois de l'insurgence qui viennent dénoncer en fait des situations insoutenables, et une écriture de l'urgence qui se veut aussi une trace de cette histoire contemporaine dont on n'arrive pas à garder une trace, dont on ne veut pas garder une trace. Donc parfois aussi, cette écriture, je pense ici à Tate Sabali, sert un peu de tombeau en fait pour ces gens qui n'auront jamais un tombeau finalement, hein, pour ces personnes qui n'auront jamais un tombeau. Et ça, c'est une pratique en fait qu'on
qu'on peut voir dans serait-ce l'écriture génocidaire. On peut penser par exemple à Scholastique Mukasonga. Elle parle elle-même dans son livre La femme pieds nus. Ce texte veut être un tombeau pour tous les disparus du génocide, tous les gens de ma famille. On peut penser à l'artiste brésilien, italo-brésilien César Meneghetti, qui a en fait cette vidéo art où en fait, il fait défiler les noms en fait, des disparus en mer. Il y a une poète aussi canadienne dont je ne me souviens plus le nom, qui fait aussi, elle a fait une liste tout simplement des gens disparus en mer. L'écriture aussi a cette fonction parce qu'il faut parler, parce que, comme dit en fait le Haut Commissariat des réfugiés, à chaque minute, 20 30 personnes en fait quittent leur maison et vont ailleurs, souvent sous la contrainte. Et donc, l'écriture aussi, elle peut être cet espace d'accueil, d'accueil d'autres, d'accueil en fait de ceux qui n'ont pas de voix. Mais la question se pose, comment accueillir cet autre, hein? Quelle est notre attitude, quelle est notre posture vis-à-vis de l'autre. Donc, peut-être l'une d'entre elles, ce serait déjà cette fragilisation de moi que j'essaye d'une certaine façon de mettre en place, ne serait-ce que par cet effacement du moi. Bien sûr, il y a le moi. Bien sûr, il y a, on va dire, un moi lyrique, dénominé, ce n'est pas de l'autofiction, mais qui est présent. Il y a mon histoire personnelle, mais une histoire personnelle qui, souvent aussi, doit s'effacer dans cette histoire, s'y diluer dans cette mémoire collective. Et dans cette fragilisation aussi, je ne prends pas un masque, ce n'est pas le masque de l'écrivain, ce n'est pas le masque du poète, j'essaye de me présenter en fait dans plusieurs facettes. Et c'est pour ça aussi que les textes ont cet aspect parfois hétéroclite. Est-ce que c'est véritablement de poèmes? Est-ce que dans un poème, tout simplement, on peut insérer une épigraphe, ce que je fais de façon pas récurrente, mais ponctuelle? Est-ce que dans un poème, on peut insérer une note de bas de page? Normalement, la règle de la bienséance le dit non, mais puisque moi-même, je suis quelqu'un qui écrit, je ne me dénomine pas comme poète, mais quelqu'un qui écrit, puisque moi-même, je suis aussi un professeur, puisque moi-même, je suis un chercheur, je suis habitué à ce genre de texte, et je trouve important. Donc, je me sens assez confortable pour insérer, en fait, plusieurs modalités dans cet espace de l'écriture, qui pour moi aussi devient un espace de l'accueil de plusieurs personnes qui m'habitent. Donc, peut-être c'est comme ça que la littérature ou l'écriture peut être un espace d'accueil, hein, par le principe de la fragilisation en fait de celui qui écrit et bien sûr de celui qui lit, effectivement, parce que le lecteur est très déstabilisé. Plusieurs personnes qui ont lu en fait ce recueil ont dit mais finalement pourquoi il a des notes de bas de page, il a des ruptures étranges. Aussi, une autre chose qui a déstabilisé beaucoup de lecteurs, c'est le fait de justifier à droite. J'ai justifié mes textes à droite. Certains textes sont justifiés de façon centrale parce que ce sont des textes plus compacts et je voulais qu'en fait le texte garde cette lisualité d'une certaine tension. Je crois vraiment, lorsqu'on écrit la poésie, c'est important, c'est le rapport entre le visuel et le textuel. Donc je voulais ça, mais le fait d'écrire à droite, tout simplement, c'était peut-être pas réfléchi, une subversion, mais c'était pour mener le lecteur vers une autre place, pour déshabituer un petit peu de ce qu'il est habitué à lire lorsqu'il lit un texte qu'il peut considérer comme de la poésie. Et alors, pour la dernière question, donc, sur les projets, effectivement, depuis de longues années, oui, j'ai pris ce rôle de médiateur, de passeur, on va dire, de la littérature, de faire sortir aussi la littérature on va dire des murs de l'espace universitaire, ou alors de faire entrer en fait, des écrivains au sein de l'espace universitaire et des médiateurs entre la littérature brésilienne et les autres littératures. Cela a été donc ce que j'ai mené pendant de longues années dans le cadre du projet Printemps littéraire brésilien, où d'ailleurs nous nous sommes connus là, à Montréal, c'était en 2018, je me trompe pas. 19, voilà, 19, voilà. Et pendant la pandémie, en fait, je voulais poursuivre ces activités qui pour moi sont très importantes parce que souvent, là, s'insèrent aussi dans un cadre
un projet pédagogique, amener l'écriture contemporaine à mes étudiants qui parfois n'ont pas l'occasion et l'habitude donc d'être confrontés à cette écriture. Mais pendant la pandémie, je me suis dit, puisque je ne peux pas faire venir les écrivains, donc c'est à moi d'aller vers eux et de me servir, bien sûr, des outils numériques qui étaient mis en disposition pour créer des dialogues à la fois transnationaux et interdisciplinaires. Parce qu'en fait, ce que je remarquais avec le printemps littéraire, c'est qu'on était dans une période peut-être assez festive de promotion de la littérature brésilienne, divulgation de la littérature brésilienne, mais souvent, on restait entre nous. Parfois, on accueillait des écrivains portugais, c'était le cas souvent au sein des activités organisées par la Fondation Gulbenkian, mais on restait quand même au sein d'une certaine lusophonie. On n'allait pas au-delà. Et dans le cas de MIG, donc, j'essayais de rompre cette barrière et de dire qu'effectivement, le monde lusophone, notamment les Brésiliens, avait besoin de parler avec le monde. Et c'est pour ça, en fait, que dans ces rencontres, j'ai insisté beaucoup sur la présence des écrivains, des artistes, des personnes issues de la société civile autour d'un thème commun qui était, en fait, celui de la migration qui nous réunit tous, toi, moi, des étudiants, des chercheurs, des collègues. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'ai été assez content des résultats, des retours que j'ai eus. Il y a eu des discussions et des rencontres merveilleuses, très touchantes, vraiment très touchantes, où on allait bien au-delà simplement de rencontres littéraires, de rencontres souvent scientifiques ou professorales. On gardait toujours à l'esprit cette humanité, parce qu'on ne peut pas parler d'immigration sans garder cette humanité. Je n'arrive pas à forger tout simplement des concepts, à ne jamais voir que derrière, en fait, ce qui pourrait être mon sujet de travail, mon sujet de réflexion, il y a des êtres humains. C'est ça, en fait, qui peut-être est le plus important de ces rencontres. Plus de 45 lives, je crois qu'on a fait en espace d'un an. Tu as fait. Hein, tu as fait aussi, certaines. Nous étions plusieurs, mais il y avait quand même disons, une présence centrale qui était la tienne. Enfin. Et que j'espère en fait reprendre peut-être dans le deuxième semestre de cette année, voire l'année prochaine, de façon hybride, bien sûr, présentielle, parce que nous avons besoin de nous rencontrer, de sociabilisation, mais aussi en distanciel, parce qu'en fait, une chose importante de ces rencontres, et c'est le cas aussi de ces rencontres faites par la bibliothèque de la Gulbenkian, c'est que grâce à ces outils numériques, on peut atteindre d'autres publics. On peut aller au-delà de nos frontières, au-delà de nos espaces. Et je me souviens toujours que j'ai eu des réponses en provenance de l'Afrique, du fin fond du Brésil, de l'Amazonie, des gens qui tout simplement suivaient et qui étaient heureux justement de pouvoir découvrir d'autres formes d'écriture, d'autres formes de pensée, ne serait-ce que d'autres langues, puisque nous avons fait le projet MIGLE dans plusieurs langues, en français, en anglais, en italien, en allemand, et puis je pense même qu'en suédois, si je ne me trompe pas. De la pure folie. De la pure folie, mais c'est très bien. De la pure folie, mais du meilleur genre. Mais je pense que pour revenir peut-être un peu pour faire le lien avec ce que vous disiez sur la notion de l'accueil, je pense que ce qui a été tellement spécial avec ce projet, c'est justement ce décalage qu'on a réussi à faire, bon, avec ces résultats qui étaient inégaux, mais un décalage par rapport au format usité de la table ronde, au format usité des rencontres uniquement entre littéraires, enfin cloisonnées par discipline. Et c'était des rencontres qui en fait avaient un thème commun, mais qui se sont ouvertes à tellement d'autres choses et qui montrent, enfin qui je crois nous amènent à voir combien il est important de s'ouvrir au-delà de ces concepts auxquels on peut être très attaché. Bon, ce concept de migration, il est essentiel, mais c'est impossible de le penser en isolement et c'est impossible de le penser, comme vous le disiez, dans une optique purement disciplinaire. Et donc, je suis assez d'accord, je suis assez d'accord que l'accueil véritable, il passe par ces décalages et par ces déplacements, peut-être par rapport aux sentiers battus.
Et je voulais en profiter peut-être juste pour donner un visuel aux personnes qui sont présentes, puisqu'on a évoqué donc le format un peu décalé des pages du recueil Diário sem Mar Aberto. Et je voulais aussi montrer les dessins qui ne sont pas des illustrations, c'est important de le dire, de Vitor Rocha, un artiste dont vous pouvez peut-être nous parler rapidement, Léo. Mais juste, je pense que c'est important de montrer un peu comment ces dessins, ils vivent sur la page, donc parsemés entre les textes, sans qu'il y ait une fonction purement illustrative. Mais bon, moi, ce qui me marque le plus dans ces dessins, c'est la manière dont Vitor réussit avec ce trait qui est à la fois fragile, mais plein de sensibilité, à traduire cette vulnérabilité qui est si essentielle au texte et à traduire ce mouvement de l'imaginaire aussi qui est si fondamental. Donc, je ne sais pas si là, vous voulez commenter un petit peu l'importance de ces dessins dans la manière dont vous avez pensé le recueil. Alors, qui est Vitor Rocha, tout d'abord? Alors, Vitor Rocha, bon, Vitor Rocha était mon étudiant dans le cadre d'un échange, d'un programme d'échange entre le Brésil et la France, ce qu'on appelait le PLI, le programme des licences internationales. Il est resté donc 2 ans à la Sorbonne et après il est rentré au Brésil. C'est un étudiant brillant. Je crois qu'il a eu, même parmi sa promotion en français, c'était un étudiant brillant. Et en rentrant au Brésil, Vitor Rocha donc s'est tourné vers le design, vers le dessin, vers la création artistique. J'ai recontacté Vitor dans le cadre du printemps littéraire et après dans le cadre du MIGRE, parce que c'est lui, au fait, qui s'occupait aussi de toute la partie visuelle de ces projets, outre aussi la partie technique. Et pendant le processus d'écriture, j'ai beaucoup dialogué avec Vitor, j'ai envoyé quelques textes. Et en fait, pendant le processus d'écriture, je me suis rendu compte que ce texte, en fait, accueillait ou habitait plusieurs langages, plusieurs niveaux discursifs, mais aussi à la fois le langage écrit, bien sûr, mais il y avait des réflexions sur la musique, des rapports entre l'écriture musicale et l'écriture poétique, et il manquait quelque chose, c'était l'écriture visuelle. Parce que mon écriture, elle est très visuelle aussi. Hein. Elle fonctionne souvent par des images, parfois des images violentes, qui sont des coups de poing chez le lecteur, pas des images un peu inattendues, parce que j'écris comme ça. Hein. Mais il manquait en fait le dessin lui-même. Et c'est à ce moment-là, en fait, j'ai demandé à Vitor s'il ne voudrait pas, en fait, participer de ce projet. D'une part, par la page de couverture elle-même. C'est une très belle page de couverture qu'on nous a faite. Voilà, du fond de la mer. Hein, cet espace un peu qui me fait penser à certains textes au fond du mar, au fond de la mer de Sofia de Bellebreiner, qui est cet espace inquiétant toujours, mais aussi qu'il participe par ses traits, par son écriture visuelle. Mais je ne voulais pas que ce soit simplement une pure illustration de certains textes. Je voulais en fait qu'il lise le texte, à partir de ces textes surgisse une sorte de récit visuel qui pourrait dialoguer de façon directe, implicite ou implicite, avec donc l'ensemble de textes. Et effectivement, comme tu as bien remarqué, là, ce qui est le plus touchant, c'est effectivement l'aspect vulnérable, la délicatesse du trait, qui rappelle parfois en fait les gribouillis quand on écrit un journal intime. Moi, j'écris, je dessine, j'ai fait des chemins qui rappellent un peu ça, mais qui rappellent aussi la vulnérabilité, en fait, souvent des situations qui sont évoquées tout au cours de ce texte. Donc, je trouve qu'il il dialogue très bien et parmi donc ces voix qui émergent des journaux, il y a bien sûr celle de Vitor Rocha à partir donc de ces dessins. Merci beaucoup, Léo. J'ai essayé de montrer des petits extraits des dessins. Et bon, malheureusement, je pense que notre temps tire à sa fin.
Et peut-être pour nous ouvrir sur l'avenir de ce livre, de vos diarios, je pense qu'il est important de signaler, de souligner que ce livre connaîtra très bientôt, je crois, une traduction vers l'allemand, si je ne me trompe pas, dont j'espère que vous pourrez nous parler dans quelques instants. Et il faut aussi signaler qu'il voyagera avec vous très bientôt, encore plus bientôt, au Maroc et en Tunisie, à savoir dans quelques semaines, dans le cadre de votre participation à la foire du livre de Rabat dans un premier temps et ensuite au festival de poésie de Sidi Bou Saïd en Tunisie. Donc voilà, peut-être pour fermer cette rencontre, vous pouvez nous parler un peu de ces voyages à venir, aussi bien vers d'autres langues et vers d'autres lieux. Alors, donc, pour la traduction, effectivement, donc, il est prévu l'apparition du recueil au mois de septembre, voire octobre, en Allemagne, par une maison d'édition indépendante qui a déjà remporté plusieurs prix en Bavière, qui s'appelle donc Hagebüt Verlag. Je suis en train de travailler avec la traductrice et de penser aussi à un projet éditorial qui sera complètement différent de celui présenté au Brésil. Je ne peux pas dire grand-chose, mais on veut en fait s'approprier à nouveau de cet esprit du journal intime d'une façon complètement inusitée. Ce sera en fait une publication unilingue. Au départ, on avait pensé à une publication bilingue, mais pour des raisons en fait justement de l'organisation textuelle, on a opté pour la version unilingue. Mais ce que je trouve le plus intéressant, c'est le processus de traduction. Le processus de traduction avec cette traductrice qui connaît très bien la langue portugaise, bien sûr, et moi qui maîtrisais très bien la langue allemande, mais qui, au fil des années, donc j'ai fini par perdre en fait cette maîtrise. On va dire que je maîtrise à peu près à 70% cette langue. Donc je me retrouve souvent dans un flou, hein, dans un espace de l'antre, j'aime bien cette image de l'antre, hein, dans ce processus de traduction qui est effectivement plus que la traduction, c'est une véritable translation, c'est une récréation à partir de mes textes. Donc, on travaille texte par texte, mot par mot, image par image. C'est un travail ardu, mais dont je suis vraiment très, 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 très heureux voilà, de le faire. Quant à mes prochains voyages, ça y est, voilà, je reprends la route. Je reprends la route et effectivement, dans quelques jours, quelques semaines, je suis ravi en fait d'avoir été invité à la fois au Salon international de l'édition et du livre de Rabat pour parler du Brésil, pour parler des rapports entre le monde arabe et le monde lusophone, parce que cela s'inscrit aussi dans le prolongement d'un projet que j'ai mis en œuvre en 2019 lorsque, avec la revista Pessoa de Mirna Queiroz, nous avons en fait publié une anthologie des auteurs brésiliens en arabe avec le soutien donc du gouvernement d'Abu Dhabi et de maison d'édition Kalima. Donc, mon allée au Rabat s'inscrit dans ce prolongement puisque on va reprendre en fait aussi cette anthologie pour parler de ce rapport et ce sera aussi l'occasion de présenter mon livre avec des lectures en portugais et en français. Hein, peut-être avec les traductions de Lara Bourdin, c'est l'autorisation. Et quelques jours après, donc je rentre après, je repars après en Tunisie, au festival de poésie d'Sidi Bou Saïd, qui reprend en fait ses activités après une longue interruption. C'est un festival aussi international, c'est peut-être l'un des principaux festivals de poésie dans la région du Maghreb, qui va accueillir des en fait, des poètes très importants venus de l'Arabie Saoudite, de Tunisie, aussi de Grèce. Et je dirais que ce que je vais faire là, outre peut-être lire mes poèmes, c'est surtout écouter et apprendre. Beaucoup apprendre. J'aime beaucoup l'écriture, la littérature de cette région du monde, mais j'estime qu'elle reste quand même mal connue, à la fois au Brésil, voire même dans l'espace lusophone. Donc, pourquoi pas profiter de en fait, ma présence pour tisser des liens, pour penser à des projets communs liant le monde du Maghreb, le Brésil, le Portugal
puisque le Portugal aussi a une présence massive, très importante dans cette région, dans la diffusion de la langue portugaise, la diffusion de la culture portugaise. Donc, des projets à venir qui pourront s'insérer soit dans le cadre du projet Migre, soit donc, des publications en portugais, en arabe et en français. Magnifique. Merci énormément, Léo, pour ces réponses aussi généreuses que riches. Je pense qu'on a le temps pour quelques questions de l'auditoire, s'il y en a. Et je pense on avait dit qu'elles pouvaient être données, écrites dans le chat. Je ne sais pas si elles allaient remonter directement vers nous. En tout cas, je pense qu'il nous reste une dizaine de minutes, mais peut-être que pendant que les personnes présentes y réfléchissent, on peut peut-être lire un poème. Oui, avec plaisir. Et surtout écouter tes translations. Oh là là. Bon, alors j'avais noté... Attention au micro et aux feuilles. Oh là là, pardon. Donc, pour finir, j'avais noté des poèmes qui apparaissent à la fin. Il y a Abril Suspenso, ensuite un qui est tout court, qui s'appelle Outro Dia. D'accord. Bon, je vais lire les deux alors. Donc, c'est l'entête de l'écriture, en fait, du journal intime. Abril Suspenso, da sacada do apartamento. Não denunciam as aporias que antecipam o mundo, escrutinam apenas o verso da memória por não saber esperar, as horas de uma blusa rota sobre a cadeira capenga, traço de um sapato abandonado no passo da rua suspensa. Todos são vestígios de um mundo a caminho das coisas, porque as coisas estão sempre a caminho, no caminho de suas coisas, pelo caminho. Donc, ne dénoncez pas les apories qui anticipent le monde. Scrutez le revers de la mémoire parce que vous ne savez pas attendre. Les heures d'une blouse trouée sur la chaise branlante, le trait d'un soulier abandonné. Autant de vestiges d'un monde sur le chemin des choses, parce que les choses sont toujours en chemin, sur le chemin de leurs choses, par leur chemin. E outro dia, diante da inutilidade do gesto, resta a escrita de uma urgência de fazermos pouco, mas com todas as nossas forças. Leçon très importante à retenir. C'est pour ça que je voulais finir avec celui-ci. Donc, devant l'inutilité du geste, reste l'écriture d'une urgence. D'en faire peu, mais avec toutes nos forces. Voilà donc. Merci Lara, merci pour la médiation. Merci surtout pour cette lecture en français, cette réécriture ou coécriture de mes textes. Merci beaucoup. Merci énormément à toi, Léo, encore une fois pour ta générosité, pour la richesse de ce que tu nous as apporté aujourd'hui. Merci évidemment à la Fondation Gulbenkian pour leur accueil, pour cette rencontre. Et merci à toutes les personnes qui ont été présentes avec nous aujourd'hui. Je pense qu'on peut vous souhaiter un très chaleureux, une très belle fin de soirée, malheureusement très grise à Paris, mais on l'espère, qui sera la transition vers des jours meilleurs. Merci encore. Merci beaucoup. Merci à la Fondation Gulbenkian aussi pour cette invitation, la bibliothèque, toute l'équipe, Christine Acosta, Isabelle. Et merci à ceux qui étaient présents. On ne sait pas qui était présent ou pas présent. Et d'ailleurs, je ne sais pas, Christine, s'il y a des questions. Bon, non, malheureusement, il n'y a pas de questions. Ils sont très timides, mais ils étaient présents. Ils ont été fidèles du début jusqu'au fin. Donc, nous pouvons déjà commencer par vous remercier pour cette passionnante présentation de Diário em Mar Aberto, ou comment dire, l'exil autrement. Voilà. Donc, nous vous remercions tous pour votre participation et aussi à notre collègue Isabelle Parche. Et nous espérons vous retrouver bientôt pour une prochaine rencontre.
Un grand merci à toutes et à tous et une très très bonne soirée. Ah, attendez, je vois ici un commentaire. Merci beaucoup de Marcos Salvador. Merci beaucoup Leonardo de nous offrir ce beau cadeau. Merci Marcos. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc on vous souhaite une très très bonne soirée et à très bientôt. Merci. À très bientôt. À très bientôt.